faut vraiment qu'on change de mentalité sur l'échec. L'important, c'est pas d'échouer ou de ne pas échouer. L'important, c'est de la façon dont ça se passe et ce qu'on en retire. La plupart des startups, des entreprises, sont à un moment donné, voire plusieurs fois dans leur parcours, en état de cessation virtuelle. Moi, vraiment, avoir fermé la boîte, ça m'a appris tellement de choses sur moi, sur l'entrepreneuriat. À partir de ce moment-là, toi, t'es plus responsable de ta boîte. Ouais. Même quand il vous reste un petit peu d'argent, même quand vous allez demander la liquidation judiciaire, n'attendez pas le dernier moment. Hello, bienvenue sur un nouvel épisode de Note à moi-même. Welcome on my podcast. Aujourd'hui, c'est un épisode très très spécial parce que pour la première fois de toute l'histoire de Note à moi-même, donc plus de 110 épisodes, j'ai un invité sur mon podcast et pas n'importe lequel parce que c'est mon avocat Max Berger. Hello Max. Salut Mona. Ça va ? Bah ouais, super. Je suis flatté d'être le premier invité. Ouais, c'est vraiment une place très très haut. Je voulais faire en fait un épisode pour parler de liquidation judiciaire et de même au-delà de la liquidation judiciaire, toutes les options qu'on peut avoir quand on a des difficultés, quand on a une entreprise, quand on est entrepreneur. Et c'est vraiment, l'idée que j'ai là, c'est vraiment de faire l'épisode que j'aurais adoré, que j'aurais aimé écouter il y a 1 an et demi, quand j'étais en difficulté avec ma propre marque, donc Rissa Paris, qui est la marque que j'ai montée en 2020 et que j'ai fermée en 2024. Nous, on a vécu une liquidation judiciaire et quand on a commencé à rencontrer des difficultés, vraiment, j'ai eu énormément de mal à trouver des informations, à avoir des témoignages, à pouvoir bien mieux comprendre quel était ce nouveau monde qui était le monde de la fermeture d'une boîte, comment on fait, quelles sont les procédures judiciaires, quelles sont les options qu'on a et ensuite même qu'est-ce qui se passe vraiment quand on arrive au tribunal et qu'est-ce qui se passe aussi après, qu'est-ce qu'on fait après. Enfin, il y a énormément de questions qui peuvent se poser quand on décide de fermer une boîte. C'est vraiment... en fait, quand on décide, c'est juste le début d'une énorme montagne qui est encore à gravir. Du coup, j'ai vécu toute cette période-là avec Max, qui était déjà mon avocat avant de fermer la marque. Et du coup, je pense que t'étais même une des premières personnes à qui on a commencé à en parler. Et donc, il est très bien placé parce que c'est la personne avec qui j'ai tout vécu. On était au tribunal ensemble, etc. Donc, il pourra aussi nous donner la partie un peu plus technique et vraiment avocat. Et moi, je pourrais vous parler un peu plus de la partie plus émotionnelle et comment je l'ai vécu en tant qu'entrepreneur, en tant que CEO d'une boîte. Et surtout, après, le rebond et comment on fait pour le vivre au mieux. Donc voilà, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Et on va commencer par une petite présentation de Max. Max, qui es-tu ? Bonjour Mona, bonjour à tous. Je suis Max Berger, je suis avocat et négociateur. C'est une nouvelle pratique que j'ai lancée avec mon cabinet d'avocats que j'ai créé il y a un peu plus d'1 an et qui s'appelle Stanlow. Et en fait, on accompagne les entreprises dans leur période de croissance, mais aussi malheureusement dans les difficultés qu'elles traversent. Soit à travers des négociations, par exemple pour lever les fonds, pour se rapprocher d'une autre entreprise, faire des partenariats sur des marques. Donc ça, c'est toute l'activité créatrice de valeur, on va dire. Et puis, il y a toute la partie des entreprises qui traversent des difficultés. Et aujourd'hui, et malheureusement, en France, il y en a de plus en plus. Il y a eu énormément de dépôts de bilan en 2024. Voilà, on est sollicité pour accompagner les entreprises dans une période qui est difficile pour elles, parce que quand on a fait des écoles de commerce ou même quand on n'a pas fait d'école et qu'on se lance dans l'entrepreneuriat, on bénéficie souvent de l'expérience de beaucoup de créateurs d'entreprises qui nous inspirent parce que ce sont des belles réussites, mais on nous prépare finalement jamais, les entrepreneurs à traverser ces crises et qui parfois vont, comme tu l'as connu, jusqu'au dépôt de bilan, jusqu'à la liquidation judiciaire, qui sont des périodes qui peuvent être très difficiles à vivre, souvent vécues comme un échec, mais ça, je crois que tu en connais long sur le sujet et tu pourras nous en parler davantage, et les personnes qui nous écoutent aussi. Et donc, il est hyper important, je pense, pour les entrepreneurs qui souvent sont seuls dans la réussite et comme dans l'échec, de se faire accompagner. Et les avocats sont là pour ça. Et pour les aider, dans un premier temps, à identifier un peu la nature des difficultés et la gravité de la situation.
Parce que de la gravité de la situation va dépendre finalement les réponses techniques et juridiques qui vont pouvoir être mises en place derrière. Donc la première chose à faire, et d'ailleurs c'est ce qu'on avait fait ensemble, c'était de faire un point sur les difficultés. Et c'est une période qui est toujours difficile à vivre émotionnellement pour les entrepreneurs, les associés, les salariés, pour tout le monde. Ça pose plein de questions. On rencontre des difficultés. Faut-il en parler? À qui? Comment? Dans quel ordre? Comment évaluer ces difficultés? Ouais. Mais justement, quand tu vois que tu commences à un peu être vraiment dans la sauce et que tu commences à voir que ça va vraiment pas, c'est quoi justement les premiers réflexes à avoir et qu'est-ce qu'on est censé faire? Alors moi, je crois que la première chose à faire d'abord, c'est de faire un point précis sur les difficultés. Et essayer le plus possible d'évaluer la situation en distinguant différents types de situations. Parce qu'on peut avoir des difficultés, d'ailleurs presque toutes les entreprises, à un moment ou à un autre, rencontrent des difficultés. Bien sûr, ouais. Parce que la conjoncture est pas bonne, les ventes se sont effondrées, il peut y avoir plein de facteurs. Il y a eu la pandémie Covid il y a quelques années, ça a bouleversé beaucoup de choses, beaucoup d'entreprises ont été en difficulté. Donc la première chose à faire vraiment, c'est de faire un bilan pour évaluer la gravité des difficultés et puis voir si c'est quelque chose de rattrapable, si c'est passager, s'il y a des moyens de s'en sortir, par exemple en vendant quelque chose, un actif, ou en obtenant peut-être un crédit supplémentaire, comme il y a eu à l'époque les prêts garantis par l'État, à l'époque du Covid, qui ont aidé beaucoup d'entreprises à continuer à fonctionner alors qu'elles étaient virtuellement en état de cessation des paiements. Et pour ça, c'est quand même assez difficile d'évaluer ses propres difficultés. Souvent, on les voit, mais on n'a pas forcément le bon jugement dessus. Donc moi, mon conseil, il est d'entrée de jeu, dès qu'on voit qu'on est dans une situation difficile, consulter un avocat qui va vous aider. C'est pas un travail qui est que financier, hein, c'est un travail qui est aussi juridique, parce que en fait, il faut savoir si on est comme le dit l'expression, en état de cessation des paiements ou pas. Ouais, ça c'est le gros truc. Et ça, c'est la grosse question, parce que de là vont dépendre beaucoup de choses, notamment la suite. Et qu'est-ce qu'être en état de cessation des paiements? Finalement, c'est pas simple de répondre à la question, parce que la loi vous donne une formule qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui est pas facile à interpréter. Elle vous dit, vous êtes en état de cessation des paiements, ou une entreprise est en état de cessation des paiements, quand elle n'est plus capable de faire face avec son actif disponible à son passif exigible. Donc en gros, ça veut dire on a des dettes à court terme, à moyen terme, à long terme. On a des actifs, c'est-à-dire on a de la trésorerie, on a la possibilité de vendre des choses. Mais est-ce que ça correspond bien, tout ça? En gros, c'est quand tu peux plus payer, quoi. Voilà. En gros, c'est quand vous êtes plus capable déjà de payer vos fournisseurs, l'URSSAF, la TVA, ces choses-là, c'est qu'il y a vraiment un problème. Donc là, il faut tout de suite poser le diagnostic, un peu comme un médecin, un avocat, il va poser un diagnostic sur les difficultés et venir dire si oui ou non vous êtes en état de cessation des paiements. Parce que quand tu es dirigeant, tu as 45 jours, tu es obligé de le déclarer sous 45 jours au tribunal de commerce, c'est ça? Oui, c'est ça. Sinon, c'est toi qui es en... Sinon le dirigeant peut être tenu responsable des conséquences de la liquidation. Mais on peut aussi, à l'inverse, parfois traverser des périodes de difficulté de trésorerie sans que ça soit la mort du petit cheval, sans que ça soit la fin de l'histoire. Bien sûr, parce que moi, j'ai eu... Enfin, ce qu'on avait dit, hein, moi, j'aurais pu poser la DCP des dizaines de fois dans l'aventure URSSAF. Bien sûr. Mais en 2024, c'était différent parce que, en effet, c'était pas que financier. Il y a plein d'autres paramètres. Il y a ta motivation, ton niveau d'énergie, les relations que tu as avec tes partenaires, tes associés, etc. En fait, il y a plein d'éléments qui font que cette fois-ci, il faut vraiment poser la DCP. Voilà, c'est très très vrai. Et c'est pour ça que l'approche n'est pas que financière. Exactement, ouais. Il faut prendre en compte l'ensemble de la situation. On peut se retrouver aussi dans une impasse sur son propre marché. Aujourd'hui, on est dans un monde qui va très vite, où il y a énormément d'offres de biens et de services, mais il y a aussi beaucoup de phénomènes de mode. Il y a eu par exemple le phénomène des modes des bougies. Des bougies à faire soi-même, des bougies à vendre, etc. Tout le monde voulait des bougies, et puis tout d'un coup, tout le monde s'est mis à vendre des bougies à tous les prix.
Et puis finalement, la mode des bougies est en train de passer parce qu'on Ouais. se rend compte que c'est pas très bon pour l'environnement, pas très bon pour la santé, que ça vaut une fortune et que de toute façon, il n'y aura pas de la place pour tout le monde sur le marché. Donc, vous vous lancez dans un business. Au début, ça marche bien. Et puis tout d'un coup, ça marche plus. Vos ventes s'effondrent, vous savez pas pourquoi, parce que peut-être la mode est passée, parce que le monde change très vite. Et là, vous n'êtes pas encore en état de cessation des paiements, vous êtes encore capable de payer vos fournisseurs, vos dettes, les salaires, etc. Mais finalement, vous savez bien qu'il n'y a pas d'issue, quoi. Ça Qu'à va la arriver, fin, ouais. ça va aller dans le mur. Donc là, il est temps de se poser des questions. Et parfois Et- d'anticiper. Et exactement. Et c'est beaucoup mieux d'anticiper. Parce Voilà. que nous, on avait eu le cas aussi avec Rissab, là, c'est que peut-être qu'on s'est rendu compte trop tard et qu'on a commencé à enclencher la procédure trop tard. Parce que, en fait, quand tu t'anticipes au max, t'as plein d'options qui s'offrent à toi. Voilà. Alors, on va y venir sur Ouais. les options, mais alors d'abord, je voudrais revenir sur quelque chose que tu as dit qui est très important. C'est que la plupart des startups, des entreprises, sont à un moment donné, voire plusieurs fois dans leur parcours, en état, Oui. en état de cessation virtuelle. Et puis finalement, elles s'accrochent, elles tiennent bon, hop, elles passent le creux de la vague, et voilà. Mais c'est une question qui peut revenir souvent. Au début, quand on crée son business, même s'il est super bien, il est fragile. Bien sûr. Même les startups les plus, avec le plus de succès que je connais, ont elles aussi des périodes de stress. Parce que bien souvent, elles ont besoin de se refinancer et parfois elles mettent du temps voire même elles n'arrivent pas à se refinancer. Et là, on passe d'une entreprise qui allait super bien à une entreprise qui va super mal. Donc, encore une fois, ne pas faire l'autruche. Tu as bien raison. Quand on a des difficultés, c'est comme quand on réussit. En fait, il faut être lucide. Il faut essayer de rester lucide dans les deux cas. Et se faire accompagner, se faire conseiller. Parce que, justement, on n'est pas toujours extra lucide quand il s'agit de notre société, de notre business. Voilà, ça nous touche personnellement, puisque finalement, on l'a créé. Donc, voilà, on a du mal parfois à admettre les difficultés. Et quand on fait l'autruche, et si on tarde trop, le problème, c'est qu'on risque d'être mené très rapidement vers la fin de l'histoire, c'est-à-dire la liquidation judiciaire, alors qu'avant la liquidation judiciaire, il y a plein d'autres options qui s'ouvrent. Exactement. Pour aider à gérer les difficultés. Ouais, exactement. Ce qu'il faut aussi comprendre, je pense que tous les entrepreneurs le savent, mais c'est l'argent qui te donne du temps. Et quand tu n'as plus de trésor, c'est que tu n'as plus de temps devant toi. Donc, si tu arrives à anticiper au max, en fait, tu as un peu plus de temps pour te dire, OK, peut-être que je peux revendre. Peut-être que, en fait, il y a plein de gens qui sont intéressés par les startups. Tu peux revendre à un grand groupe. Tu peux aussi faire une passation à d'autres repreneurs. Tu peux... trouver peut-être parfois des fonds d'investissement ou des business investisseurs, angels, voilà. des investisseurs qui sont habitués à venir accompagner des sociétés qui sont en difficulté. Donc, tu as raison de le dire, il y a plein de possibilités. Alors, parfois, elles se ferment toutes les unes après les autres, mais en tout cas, il faut les mentionner et les essayer. Il y a aller voir sa banque aussi, parfois en parler avec elle, quoique, bon, sans vouloir dire de mal des banques, mais comme dit le proverbe, on prête qu'aux riches. Donc, généralement, quand on a des difficultés, c'est pas toujours le meilleur moment. La banque, c'est pas toujours le moment où elle va vous accompagner, mais ça dépend beaucoup de la relation qu'on a aussi avec son banquier ou sa banquière. Donc, faut pas négliger ça. Il y a les banques, il y a faire rentrer un nouvel investisseur, il y a vendre une partie de son business, voire vendre tout le business. Et après, tu peux aussi revendre à 1 euro, enfin, pas beaucoup, quoi. Et puis alors, on va revenir aussi un peu sur les solutions, si tu veux bien, proposées par la loi. Quand on est en difficulté financière, mais qu'on n'est pas encore en état de cessation des paiements, là, il y a une procédure particulière qui s'appelle la procédure de sauvegarde. La procédure de sauvegarde, elle s'adresse donc à des entreprises qui connaissent des difficultés de trésorerie, par exemple, mais qui ne sont pas encore en état de cessation des paiements. Donc, dans ce cas-là, avec un avocat, vous pouvez saisir le tribunal et demander l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Et là, en fait, vous allez vous mettre sous la protection du tribunal, qui va venir mettre un peu tout le monde sur pause, et qui va vous aider à négocier avec vos créanciers des échéanciers de paiement, par exemple. Oui. Et donc ça permet, quand on a de la dette qui s'accumule envers les fournisseurs, l'URSSAF, etc., finalement, avec l'aide du tribunal, et le poids aussi du tribunal, symbolique, vous allez bâtir un plan de sauvegarde qui va permettre à l'entreprise de se redresser sans être passé par une liquidation judiciaire ou un redressement judiciaire.
Donc c'est un process qui est beaucoup plus léger les autres procédures et qui fonctionne. Hein. Moi, j'ai accompagné pas mal de boîtes dans des plans de sauvegarde. Il y a un travail à faire sur le plan, en fait. Hein. Il y a des négociations à mener. C'est pour ça que je suis à la fois avocat et négociateur, parce qu'il y a une partie négo. Et ça, c'est la première chose. Donc ça s'adresse à toutes les entreprises qui, à un moment donné ou à un autre, rencontrent des difficultés, notamment de trésorerie, et qui peuvent bénéficier de l'aide du tribunal de commerce dont elles dépendent pour les aider à se donner un peu d'air. Ça, c'est la première étape. Je le dis ici parce qu'en fait, c'est assez méconnu. Ouais. Ça existe depuis quelques années, mais voilà, c'est pas très connu. Les gens pensent difficulté, ils pensent tout de suite liquidation judiciaire. Non, bien avant ça, il y a cette procédure-là qui existe et qui peut vraiment sauver des affaires, sauver des business, sauver des entreprises et du coup sauver leurs entrepreneurs et leurs dirigeants aussi et leur santé mentale et émotionnelle, ce qui est super important parce que, je le redis encore une fois, en tant que conseil, je le vois. Ce sont des périodes vraiment difficiles, et c'est quelque chose à vivre. Et puis on se pose plein de questions, comme tu te posais à l'époque, vous posiez, parce que tu n'étais pas seul, vous posiez des questions. Comment est-ce qu'on communique? À qui? Est-ce qu'on a le droit d'en parler? Est-ce qu'on n'a pas le droit? Est-ce qu'il faut qu'on se dépêche de vendre notre stock et de le brader ou pas? Bref, toutes ces questions-là, il faut qu'on en discute, et il n'y a pas de réponse absolue. Ce ne sont que des réponses au cas par cas. D'accord? Ensuite, ça c'était la procédure de sauvegarde. Si on constate avec un avocat qu'on est en état de cessation des paiements, il peut y avoir deux situations. Soit c'est un état de cessation des paiements, on est dans des grosses difficultés, mais on pense que le business peut être sauvé, que son entreprise, sa start-up peut être sauvée. Donc ça veut dire qu'un redressement est possible. Dans ce cas-là, on va aller au tribunal, on va faire sa déclaration de cessation des paiements. Dans les 45 jours, tu l'as rappelé, du jour où on constate qu'on est en état de cessation des paiements, on a un délai maximum. Vous avez, en tant qu'entrepreneur, un délai maximum de 45 jours prévu par la loi pour procéder au dépôt de votre déclaration de cessation des paiements. J'en profite pour dire que ça peut se faire en ligne dans la plupart des tribunaux, notamment à Paris et dans les barreaux, dans les tribunaux de commerce de banlieue. La plupart du temps, ça peut se faire en ligne. Sur servicepublic.fr, vous tapez déclaration de cessation des paiements et là, vous avez un formulaire en ligne à remplir. Mon conseil, encore une fois, je ne le dis pas que pour prêcher pour ma profession, mais faites-vous accompagner par un avocat, parce que c'est pas simple de remplir ces déclarations. Oui. Il faut distinguer les dettes à long terme, les dettes à court terme. Il y a des termes un peu juridiques et barbares qu'on connaît pas toujours. Voilà, qu'est-ce qu'un créancier chirographaire, qu'est-ce qu'un créancier privilégié. Voilà. Donc, les avocats sont là pour vous aider. Est-ce qu'il faut préciser qu'on a le droit de le faire tout seul? Bien sûr. Donc là, vraiment, on a le droit d'aller déposer un dossier au tribunal de commerce tout seul ou accompagné d'un avocat. Et donc, nous, on l'avait fait avec Max. Et pourquoi on avait décidé de se faire accompagner? Parce qu'en fait, c'est une période où c'est tellement dans le brouillard, c'est tellement dans le flou, t'as tellement de trucs à gérer que on voulait sécuriser ça. Et moi je le comprends tout à fait, mais encore une fois, il n'y a pas d'obligation légale. Le chef d'entreprise, c'est de sa responsabilité. D'ailleurs, j'en profite pour dire que le président d'une SAS, qui est la forme de société la plus utilisée pour les startups, c'est le président, c'est sa responsabilité. Même si ses associés sont pas d'accord. Alors, c'est mieux quand tout le monde est d'accord, hein, mais c'est le président qui porte cette responsabilité. Donc, il se retrouve seul face à cette décision, le ou la présidente. C'est le président qui gère tout aussi. Après, c'est lui qui va passer au tribunal. C'est lui qui va être responsable devant le tribunal. Donc, tu déposes les dossiers, tu fais tout, c'est toi qui signe, c'est toi qui décide, etc. Et c'est toi qui as le dernier mot sur... Donc, c'est quand même plus confortable de se faire accompagner par un professionnel qui a l'habitude de faire ça, qui va pouvoir vous rassurer, trouver les bons mots, vous aider à répondre à vos questions. Et puis, c'est vrai que le milieu juridique, c'est quand même un milieu spécial. Oui, et puis après, on pourra en parler de l'expérience au tribunal, mais voilà. Bon, donc ça, c'est la situation où, en fait, vous faites votre déclaration de cessation des paiements et vous sollicitez l'ouverture d'un redressement judiciaire. Donc là, il va y avoir une première audience. Si le dossier a été bien monté et que le tribunal comprend qu'il y a une possibilité de redressement, il va admettre l'entreprise dans la procédure de redressement judiciaire, dans un premier temps déjà pour une période de 6 mois qui peut être reconduite. Et à partir de ce moment-là, il y a donc un mandataire et un administrateur qui vont être nommés et qui vont venir aider
mais aussi contrôler ce que fait l'entrepreneur, le dirigeant à ce moment-là, qui vont accompagner l'entreprise pendant cette période-là. Et on va essayer de redresser l'entreprise ensemble, avec l'aide du tribunal, d'accord ? Et ça peut marcher ou ça ne peut pas marcher. Mais disons qu'il y a des options. Là, par exemple, je conseille une société en ce moment pour laquelle on avait commencé par faire une procédure de sauvegarde, mais les difficultés, malheureusement, se sont aggravées. Donc, on a dû passer en redressement judiciaire. Et aujourd'hui, on est en train de préparer une des issues possibles d'un plan de redressement. C'est un plan de continuation. Parce qu'il se trouve qu'en fait, l'entreprise va mieux, les commandes ont repris, l'argent commence à rentrer, et donc on commence à voir le bout du tunnel. Et le bout du tunnel, dans ce cas-là, ça s'appelle un plan de continuation. Il y aurait eu 2 autres options possibles. C'était un plan de cession, c'est-à-dire que tout d'un coup, il y a quelqu'un qui se manifeste, qui dit « c'est une entreprise en difficulté, je suis conscient des difficultés, mais elle m'intéresse et je veux la racheter ». Et là, dans ce cas-là, ça peut être une des façons de terminer l'histoire aussi. Donc l'entreprise, dans ce cas-là, est vendue par le biais du tribunal. Et la dernière option, c'est la liquidation judiciaire, parce que tout d'un coup, on se dit, c'est plus possible. En fait, l'entreprise ne peut pas être redressée. Donc, il faut la liquider ses actifs, terminer l'histoire. D'accord ? Je reviens pour terminer juste un petit peu en arrière. On est encore au moment de la déclaration de cessation des paiements, et on se pose toujours la question. On est là, est-ce qu'il y a un redressement possible ou pas ? Et puis, accessoirement, est-ce qu'on a la force ? Est-ce qu'on a le courage de continuer ? Est-ce qu'on y croit encore ? Est-ce qu'on a la motivation ? Est-ce qu'on a la santé pour le faire ? Si la réponse est non, ben, il vaut mieux, dans ce cas-là, aller directement demander l'ouverture d'une liquidation judiciaire. D'accord ? Parce que la liquidation judiciaire, c'est un peu quand il n'y a plus d'espoir. D'accord ? C'est que les difficultés sont telles qu'un redressement n'est pas envisageable. Parfois, c'est un peu limite. Hein. C'est pour ça que c'est important de solliciter la bonne procédure en fonction de là où on en est. Parce que moi, j'ai vu des erreurs d'aiguillage parfois, des gens qui se précipitaient pour aller demander la liquidation alors qu'un redressement était possible, ou à l'inverse, des gens qui s'entêtent à vouloir faire un redressement alors qu'il visiblement, il n'y a aucun redressement possible. Et du coup, c'est arrivé, hein, moi je l'ai déjà vu, des gens se présenter au tribunal, demander un redressement judiciaire et ils repartent avec une liquidation. Oui, après, des fois... Parce que c'est le tribunal qui décide. Hein. Nous, on vient demander, les avocats plaident, chacun fait sa partie du travail, mais c'est le tribunal qui juge et qui décide. Donc, ne serait-ce que pour ça, déjà, c'est important de ne pas se tromper dans cette garde aiguillage entre les différentes procédures. Donc, il y a 3 procédures. Sauvegarde, redressement judiciaire, liquidation judiciaire. Donc, on choisit, quand il y a une difficulté, on choisit lequel on veut demander. Voilà. Et après, c'est le juge qui décide. C'est le tribunal qui va décider. Voilà. Donc, quand tu te souviens comment ça s'est passé ? Parce que c'était il y a plus d'1 an déjà. Ouais, je m'en souviens quand même. Hein, donc, il y a eu la déclaration de cessation des paiements, d'accord, qu'on avait préparé ensemble. Donc, nous, on a fait le dossier de la déclaration de cessation des paiements parce qu'il nous restait un peu de trésor, mais on n'allait pas pouvoir tenir longtemps. Donc, on l'a fait vraiment on time. Si je peux me permettre, ça, c'est important. Même quand il vous reste un petit peu d'argent, même quand vous allez demander la liquidation judiciaire, n'attendez pas le dernier moment. Ouais. Votre dossier passera toujours mieux au tribunal si vous montrez que vous avez eu une approche un peu prudente. Ouais. Il vaut mieux être un peu plus prudent que avoir tiré jusqu'au bout la corde jusqu'à ce qu'elle casse, créer des difficultés pour tout le monde. Et puis n'oubliez pas que derrière, si vous tombez, ça veut dire que vous n'allez pas payer un certain nombre de personnes. Et ça, c'est difficile aussi, parce qu'on le sait, hein, il y a les impôts, il y a l'URSSAF, il y a toutes ces choses-là, mais parfois on fait travailler des fournisseurs qu'on aime beaucoup, qu'on respecte, qui nous respectent, avec qui on a des bonnes relations, et ça fait mal au cœur, non, de devoir les... Il y a plein de choses, en fait, parce que déjà, donc nous, on avait déposé la DCP, et en fait, ensuite, une fois que tu déposes la DCP, donc nous, on l'a fait en ligne. La première fois, j'étais allée au tribunal, et en fait, on m'avait dit, en fait, madame, faites-le en ligne, etc. Donc, je l'avais fait en ligne, et en fait, sous 15 jours, t'as une convocation au tribunal. Donc déjà, il faut tenir 15 jours après. Donc c'est 15 jours où toi, t'es encore responsable de ta boîte. Et donc là, c'est 15 jours où moi, je peux dire que j'avais un peu chaud quand même. Parce qu'en fait, t'es encore responsable, donc tu sais pas vraiment ce qui va se passer. Si jamais tu peux plus payer tes employés, etc., ben là, t'es encore toi responsable. T'as encore des gens qui t'appellent et c'est encore à toi de gérer les gens qui te demandent de l'argent. Donc c'est un peu compliqué. Donc, c'est 15 jours où tu les vois passer, c'est assez long. Et ensuite, donc, tu arrives au tribunal. Donc, nous, on s'est présenté avec Max. Donc là, tu arrives dans une salle, c'est au tribunal de Paris, là, de commerce. Donc, tu arrives dans une petite salle et tu as 4-5 personnes devant toi.
Donc, tu as un juge. Alors, il y a le président de la chambre avec 2 assesseurs, donc 2 autres juges. À la gauche, il y a la greffière, ou le greffier du tribunal. Et puis, il ne faut pas oublier, en face, il y a le procureur de la République, ou un substitut du procureur de la République, qui est là. Donc, c'est sérieux quand même, hein, parce que quand il y a le procureur, je vous rappelle que le procureur de la République, c'est le représentant de l'État, et c'est lui qui décide, le cas échéant, d'engager des poursuites. À l'égard des dirigeants, notamment. S'il estime que les choses n'ont pas été bien faites, ou qu'il y a eu vraiment une volonté de faire du tort et de ne pas respecter ses obligations, le procureur, il écoute tout. Et là, il est là, et lui, il peut décider et dire « Oh là, mais vous n'avez pas bien fait les choses du tout. Vous avez commis des grosses fautes, des grosses erreurs. Vous avez beaucoup trop attendu pour venir nous voir. On va en discuter. » Donc là, c'est pas très bon. Mais ça arrive dans certains cas. Mais d'où l'importance de bien préparer son dossier et de bien se présenter et de raconter l'histoire. En fait, les juges du tribunal de commerce, ce sont des juges consulaires, donc ce sont pas des juges professionnels du droit, hein. Ce sont pas des avocats ou des magistrats qui ont fait l'école de magistrature. Ce sont des commerçants qui ont suivi une formation, qui font ça en plus de leur activité professionnelle. Et l'avantage, c'est qu'au moins, ils comprennent bien tout ce qui est lié au commerce. Et c'est pour ça que ça a été institué comme ça. D'accord ? Pas comme des professionnels purs et durs du droit. Mais ils sont très malins, souvent. Ils connaissent bien le droit aussi. Et voilà. Et donc, faut pas essayer de leur raconter des salades. Faut leur raconter une histoire. Je sais pas si tu te souviens, ça avait été très rapide, nous. Mais en fait, on avait raconté l'histoire de RISAP en quelques minutes, hein, vraiment, et leur expliquer pourquoi on en était là. Et pourquoi on avait fait cette démarche de ne pas attendre plus longtemps, alors qu'il restait un peu d'argent dans l'entreprise, etc. Et le tribunal, je crois, a beaucoup apprécié. Je crois même que c'est une des premières fois où j'ai vu le tribunal. Franchement, ils ont été très sympas, Ah, mais je me souviens des mots d'une des juges qui t'avait remercié et qui avait dit, en tout cas, bravo d'avoir essayé, c'est super ce que vous avez fait. Vous êtes courageuse et vous êtes allée jusqu'au bout. Et elle a dit, vous aurez bientôt raison. Voilà. Elle a dit, vous étiez trop en avance sur votre temps, vous aurez bientôt raison, tu te rappelles ? Et franchement, ils étaient très sympas. Mais du coup, en effet, c'est ça. Donc, on rentre dans la salle. Donc, on est convoqué à une certaine heure. On rentre dans la salle, donc, tous les deux. Donc, on est face à tout ce jury-là. Donc, toi, tu as présenté la marque. Tu as dit, voilà, ils ont monté RISAP en 2020. Le projet, c'était ça. Un projet éco-responsable, économie circulaire. Malheureusement, aujourd'hui, les difficultés, c'est ça, ça, ça. Eux, ils ont déjà ton dossier, parce que c'est la DCP, en fait, c'est le dossier qu'ils ont. Après, ils font tu déclares, enfin, tu expliques un peu les dettes qu'on a et pourquoi aujourd'hui, on n'arrive pas à redresser la barre et pourquoi aujourd'hui, on te demande la liquidation judiciaire. Donc, tu as un petit pitch, en fait, c'est comme si tu venais pitcher pendant 5 minutes. Et ensuite, la personne en face de toi, elle te pose des questions. Donc, elle te dit, oui, ok, vous avez combien de dettes ? Ça, c'est quoi la dette ? Il y a combien de salariés ? Enfin, tu réponds à quelques questions. Et ensuite, il dit, il prend sa décision en fait. Il te dit, votre entreprise est officiellement en liquidation judiciaire. Ouais. Et nous, ça a duré 15 minutes. 15 minutes. Et en fait, tu sors de l'audience. Et à partir de ce moment-là, toi, tu n'es plus responsable de ta boîte. Officiellement, je ne suis plus la présidente de la boîte à partir du moment où il a déclaré que c'était en liquidation judiciaire. Et donc là, c'est une mandataire qui est attribuée au dossier. Et donc, c'est la mandataire qui devient la responsable juridique, légale de la boîte. Voilà, ça, c'est un point très important. C'est qu'effectivement, c'est très rapide. Alors après, la procédure dure des mois, voilà. Mais la décision est prise rapidement. Elle est publiée dès le lendemain sur le CABIS, le registre du commerce. Et à partir de ce moment-là, effectivement, le ou la dirigeante n'a plus le droit de rien faire. Mais donc, c'est un soulagement. Et ne doit plus rien faire. Oui, et ne doit plus rien faire. Alors, sauf si le liquidateur lui demande. Oui. Parce qu'en fait, évidemment, le liquidateur ou la liquidatrice va arriver, va devoir se familiariser avec la société, qu'elle ne connaît pas, son activité. Donc, elle, ce qu'elle va faire, déjà, elle va écrire à tout le monde. Elle va demander la liste d'abord des salariés. Elle va licencier les salariés tout de suite. Donc ça sert à rien de les licencier 2 jours avant ou voilà, hein. Il vaut mieux laisser faire le liquidateur parce que comme ça les salariés sont pris en charge en plus par les organismes dédiés. Va prévenir les créanciers et quelque part ça fige. On passe d'une vidéo à une photo. Tout d'un coup il y a une photo qui est prise
qui fige la situation au jour de l'ouverture de la liquidation Ça. judiciaire. Et en fait, tu es plus censé après, donc même répondre au téléphone par rapport aux gens Ouais. qui te veulent des choses. Tu es plus censé toucher à ton stock. Tu es plus censé même aller dans ton atelier. Tu es plus censé. En fait, comme tu dis, c'est vraiment une photo. Tu es plus responsable et genre, en fait, limite, tu dois leur donner les clés et tu n'as plus le droit de toucher, de C'est ça. répondre. Tu n'es plus en responsable, donc tu C'est ça. n'as plus les droits pour gérer ça. Et ça, c'est important parce que du coup. Il faut quand même régler tout ce que tu as réglé avant, toi. Et ça, on va en parler après, mais sur la partie communication, je trouve que c'est important de gérer tout ça avant que la mandataire appelle à ta place tes fournisseurs pour leur annoncer, etc. Voilà, moi, sur la partie juridique, je vais pas vous faire un cours de droit, voilà, mais c'était en gros ce que j'avais à dire. Et donc, bien retenir, à mon avis, 4 éléments. Premièrement, ne pas faire l'autruche quand il y a des difficultés, et s'attaquer au sujet et essayer de bien évaluer la situation. Se faire assister par un professionnel pour bien comprendre si on est ou pas en état de cessation des paiements. Première chose, parce que de ça, évidemment, dépend la suite. Et ensuite, choisir la bonne option, celle qui est encore ouverte, entre la procédure de sauvegarde qui permet d'aider à passer une période difficile sans qu'on soit en état de cessation des paiements. Le redressement judiciaire, la situation est plus grave, on est en état de cessation des paiements, mais un redressement est encore possible. Ou la liquidation judiciaire, on est en état de cessation des paiements et en plus, l'avenir est bouché pour quelques raisons que ce soit. Et les raisons sont toutes importantes. Ça peut être le modèle économique qui tout d'un coup ne fonctionne plus. Ça peut être une crise entre les associés. Ça peut être... bref, il peut y avoir plein de facteurs. Et donc ça, il faut les prendre en compte parce que ça pèse évidemment lourd sur l'avenir ou pas de l'entreprise. Et donc ensuite, se faire accompagner, encore une fois, à l'audience, c'est toujours plus agréable. Voilà. Dans les relations avec les mandataires aussi, c'est pas mal. Parce qu'en fait, de ça dépend vraiment de cette expérience, qui est une expérience souvent douloureuse, mais très instructive, va dépendre de la capacité de l'entrepreneur, du dirigeant, à rebondir ou pas. Il y a des gens qui, malheureusement, sont traumatisés par cette expérience et ensuite abandonnent complètement l'entrepreneuriat. Et du coup, font d'autres choix, repartent en entreprise. Voilà, il y en a qui sombrent dans des dépressions graves parce qu'ils le vivent comme un échec personnel. Bref, ça engendre des situations qui sont... mais ça tu sais mieux que nous et tu pourras nous en parler. Mais moi, mon point, c'est juste de dire, faisons bien les choses dans cette fin d'histoire pour que ça soit pas la fin de toutes les histoires, mais que ça soit juste la fin, une page qui se tourne. Des entrepreneurs qui échouent, ça arrive tous les jours. Hein. Et je suis vraiment heureux d'avoir fait ta connaissance et d'avoir vécu cette expérience avec toi et de voir ce que tu en fais aujourd'hui. Parce que crois-moi, jusqu'à ce que tu t'en mêles, c'était un sujet tabou. Et là où tu as vraiment changé les choses, c'est de révéler et de faire grossir une communauté d'entrepreneurs à qui, pour l'instant, on ne chantait un peu que les louanges de la réussite. Hein, sauf que, en fait, évidemment, c'est comme sur Instagram, hein, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, tout le monde il est sur des plages à l'autre bout du monde, mais en grattant un peu, on se rend compte que la réalité est pas tout à fait celle-là. Le business, l'entrepreneuriat, c'est pareil, d'accord ? Et en fait, on apprend aussi énormément de nos échecs et de nos erreurs. Ça fait partie du parcours de la vie. Donc il faut échouer. C'est même d'ailleurs tous les grands chefs d'entreprise vous disent je me suis planté lamentablement, j'ai fait des erreurs. Mais alors souvent c'est plus facile après une fois qu'on a réussi de dire qu'on s'est trompé, hein, bien sûr, qu'on est tellement fort qu'on a réussi à dépasser toutes nos difficultés. Mais peu importe. Ce qui est important de retenir, c'est qu'on peut traverser des difficultés, qu'une liquidation judiciaire, une faillite, appelez-le comme vous voulez, c'est pas la fin des haricots, c'est pas la fin du monde. C'est souvent, quand c'est bien vécu, bien géré, un nouveau départ. Et un nouveau départ sur des nouvelles bases où on va être plus forte parce qu'on aura traversé cette expérience, qu'on aura su la gérer, on aura su s'en sortir, on aura su rebondir. Et c'est ça qui est hyper important. Clairement. Franchement, quand je l'ai vécu, toute la partie fermeture, parce que ça dure en tout, je pense qu'on a commencé la procédure en octobre, on a dû commencer à t'en parler, et jusqu'à février. Donc ça dure quand même bien 5 mois en fait, entre le moment où tu décides, tu commences à dire ok, fermer la boîte, et tu commences à être une option,
Au moment où tu décides vraiment de fermer, on a décidé vraiment en janvier. Donc avant, on avait exploré plein de pistes. On avait exploré la piste de la revente. On avait exploré la cessation, la cessation à des repreneurs. En fait, on n'avait pas assez de trésor pour tenir la revente assez longtemps. C'est pour ça que je dis j'aurais aimé anticiper encore plus pour pouvoir avoir du temps pour revendre, parce que je pense que la boîte aurait pu être revendue. Il y avait une belle marque, il y avait un beau concept, etc. Bref, c'est pas grave. Et on a décidé début janvier, parce qu'on était vraiment au pied du mur d'un point de vue trésor, de fermer. On a déposé la DCP fin janvier. On a été convoqué au tribunal de commerce mi-février. Donc là, il y a vraiment un an pile. Et donc, on est passé devant le juge, etc., comme on l'a raconté tout à l'heure. Et ensuite, sous 2-3 semaines, tu es convoqué là chez la mandataire. Et donc là, on est partis encore ensemble chez la mandataire, donc la personne qui reprend les rênes de la boîte. Et donc là, on a fait un rendez-vous peut-être de 1 heure où tu vas vraiment lui passer le dossier. Et là, la mandataire, elle va juste prendre connaissance de toutes les dettes. Elle va prendre connaissance du dossier, elle va nous poser un peu des questions. Ok, il y a quoi dans le stock, c'est quoi les trucs. Elle va juste comprendre. Et en fait, après ça, il y a peut-être 2-3 mails qu'on a échangés, mais après ça, entre guillemets, t'es libre. Genre, après ça, t'as plus vraiment de compte à rendre ou de quoi. Et après, nous, on avait juste eu des nouvelles de la mandataire au mois de juin, au moment où elle devait vendre le stock. Elle nous avait recontacté parce qu'il fallait faire l'état des lieux avec la personne qui allait vendre le stock. Donc là, j'ai eu des nouvelles d'elle. Et après, depuis juin, 0 nouvelles. Donc, normalement, nous, on était en procédure simplifiée parce qu'on avait moins de 10 salariés, un truc comme ça. Et du coup, quand tu es en procédure simplifiée, normalement, ça dure 6 mois. Et sinon, une liquidation normale, je crois que c'est 1 an à peu près. Ouais. Ça peut être 1 an, ouais. Donc, normalement, on est en simplifié. Nous, le dossier devrait... on n'a pas trop de nouvelles, mais normalement, ça devrait être clôturé là. Mais après, tu as juste quelques rendez-vous, quelques appels, mais très vite, tu es libéré et c'est plus à toi de gérer. Donc ouais, voilà. Donc après, ton stock est revendu. Et après, important... il y a des gens qui peuvent racheter quand même ta boîte à la barre pour 1 euro. C'est ça ? Ouais. Pour 1 euro symbolique ou pour ce qu'ils veulent. Enfin, ils peuvent se présenter et ils peuvent aussi proposer de racheter seulement certains éléments. Se présenter et dire, voilà, moi je propose de racheter la marque. D'autres qui disent, moi je vais racheter le stock. Ouais. D'autres qui vont dire, moi je vais essayer de racheter ce contrat de distribution. Et t'as pas ton mot à dire. Si on a toujours son mot à dire, mais après est-ce que le tribunal l'entend ou pas, c'est pas toujours le cas, parce que le tribunal, sa mission dans une liquidation judiciaire, c'est justement de vendre les actifs qu'il peut vendre pour essayer de payer les dettes. Oui, ça c'est intéressant. Donc voilà, c'est aussi pour ça que c'est toujours mieux d'anticiper, comme tu le disais. Et moi j'ai noté 2 choses très importantes dans ce que tu disais, c'est malgré le fait qu'on s'y est quand même pris pas trop tard, j'aurais aimé anticiper plus parce que ça m'aurait laissé plus d'options ouvertes. Parce que, par exemple, faire rentrer un investisseur, comme on avait fait à l'époque, et il y en avait qui étaient intéressés, il y a eu des marques d'intérêt, des discussions engagées, ça prend du temps, ça prend des mois. Faut pas se leurrer, des levées de fonds, j'en fais beaucoup, faire rentrer des investisseurs, j'en fais beaucoup. Mois, Et le temps est de plus en plus long en ce moment. Et donc, il faut avoir le temps. Et quand on commence à être à court de trésorerie, que les difficultés s'amoncellent, au bout d'un moment, on n'a plus le temps. Et donc, du coup, on perd une option qu'on aurait pu avoir. Ouais. Donc, par exemple, revendre sa société ou les gros éléments de sa société, et pour se sortir de ces difficultés, voire même pour gagner un peu d'argent et retirer quelque chose de son investissement, ces portes-là, finalement, avec le temps, elles se referment toutes. Une à une. Exactement. Et plus on attend, plus on avance dans le temps, moins il y a malheureusement moins il y a d'options. Il y a un effet seringue, là, on est poussé vers l'extrémité de la seringue, et malheureusement, ça, c'est à part essayer d'anticiper et de ne pas faire l'autruche, il n'y a pas tellement de solutions pour éviter ça. Exactement. Et après, du coup, c'est intéressant parce qu'en effet, la mandataire, elle va vendre ton stock et tous les actifs de la boîte pour faire rentrer de l'argent et pour ensuite rembourser les dettes. Parce que du coup, toutes les dettes de la société, donc, elles vont être
remboursés par un ordre de priorité. Donc, c'est d'abord l'État, c'est ça? Ouais, en fait, c'est ce qu'on appelle d'abord les créanciers privilégiés, tous ceux qui ont un privilège de par leur statut pour pouvoir être remboursés en premier. Donc, il y a l'État et tous les organismes d'État. Hein. Donc, ça va être l'impôt pour l'impôt sur les sociétés, pour la TVA, ça va être l'URSSAF, ça va être les salaires. Eux, c'est en premier. Oui, alors, en premier, de toute façon, c'est les salaires d'abord. Ah, C'est les salaires. Toujours les salaires, la garantie des salaires. C'est pour protéger les salariés. Et ça, c'est très bien. D'accord? Donc, les salaires, même s'il n'y a plus d'argent dans la société, il y a ce qu'on appelle le fonds de garantie des salaires qui va intervenir et qui va s'assurer que les salariés ne repartent pas sans rien. Dans tous les cas, les salariés vont être payés. Voilà, c'est pour ça. Donc, il ne faut pas s'inquiéter pour les salariés. C'est déjà un gros soulagement parce que généralement, il y a des liens qui se créent et tout. Enfin, les salariés, c'est pas que les relations. Ils sont pris en charge directement. Donc, ils sont pris en charge. Ensuite, donc, ce sont les créanciers privilégiés. Donc, tous les organismes d'État ou les banques qui ont prêté avec, par exemple, une hypothèque à la clé ou un nantissement ou une garantie quelconque. Tous ceux qui ont des garanties spécifiques, c'est eux qui vont être servis en premier. Et puis après, il y a tout ce qu'on appelle les créanciers chirographaires. Donc, c'est tous ceux qui n'ont aucune garantie. Et donc, eux, ils vont se partager les miettes si jamais il y a des miettes. Donc là, il y a les fournisseurs. Donc là, il y a les fournisseurs. C'est essentiellement les fournisseurs. Hein. Même les banques, en vrai. Même les banques, bien sûr. Les banques qui ont un les prêt banques qui normal. n'ont pas pris de garantie. Donc, Et en dernier, qui c'est ? C'est nous. Ce sont les actionnaires. Parce que les actionnaires, en fait, ils sont créanciers de la société aussi, puisqu'ils ont mis de l'argent en capital ou ils ont investi dans la société. Donc, si on fermait la société dans un monde idéal où il n'y a pas de difficulté, les dirigeants associés, on va dire, les associés, devraient au moins être remboursés de la mise... nous, nos comptes courants n'étaient pas remboursés. Enfin, voilà, t'es les derniers. Mais du coup, donc, en effet, il y a un ordre de priorité. Donc, tous les actifs vont permettre de rembourser. Et après, en effet, tu arrives à un moment où il n'y a plus assez d'argent. Parce qu'il y a aussi, tu as oublié de dire, mais il y a la mandataire qui se paye. Ah bah oui, il y a les organes de procédure. Donc, il y a le mandataire, l'administrateur, et eux, ils sont prioritaires aussi. Ils font partie des créanciers privilégiés. Ouais. Important, il faut payer son avocat avant. Toujours payer son avocat. Avant de passer... Un avocat payé est un bon avocat. Un avocat pas payé est un avocat qui a du mal à travailler. Mais c'est important de le payer avant de passer devant le juge, parce que sinon, après, ça va geler et tu vas finir dans les... Oui, de toute façon, en gros, il faut le payer quand vous l'appelez et que vous faites le travail d'évaluation de la situation. Et là, il vous fait une proposition, comme moi je fais, j'imagine tous les avocats le font. Ils vous font une proposition et il faut se mettre d'accord sur la proposition et régler ce qu'il y a à régler maintenant. Parce qu'après, sinon, ça part à la procédure. Oui, et en fait, après, tu n'as pas le droit de toucher à ton compte bancaire. Non. Une fois que tu es passé devant le juge... Et puis le tribunal va dire, l'avocat, next. Sera payé, voilà, next. Donc, et ce qui est un peu injuste, parce que l'avocat, il va être là pour... vous tenir la main, vous accompagner, etc. Et donc, il risque à la fin d'avoir fait tout ça et de pas être payé, d'avoir passé beaucoup de temps à accompagner, à essayer de traverser ces difficultés le mieux possible. Donc oui, voilà, faut le régler avant. Mais dans cette histoire, du coup, il y a forcément des gens que tu vas planter. Enfin, il y a forcément des gens qu'on plante, en fait, et c'est le jeu. Par exemple, on a planté des fournisseurs, on a planté aussi la banque, parce qu'on n'a pas pu rembourser on avait un prêt bancaire qu'on n'a pas pu rembourser. Donc, il y a pas mal de gens qu'on a plantés. Et c'est vrai qu'au début, tu culpabilises beaucoup de te dire, merde, genre, c'est d'autres entrepreneurs ou c'est d'autres petites entreprises que tu vas pas pouvoir payer, etc. Moi, je sais que c'était vraiment un truc qui me pesait. Et en fait, malheureusement, c'est vraiment les règles du jeu. Et il faut pas le prendre personnellement, dans le sens où c'est ta société et elle s'est engagée sur ça, etc. Mais je sais qu'à un moment, je me suis dit, mais attendez, mais je vais peut-être... je les repérerai plus tard avec ma nouvelle boîte. J'essaie de me dire ça, mais en fait, c'est vraiment pas... En fait, il faut pas jouer le sauveur dans ces situations-là. C'est les règles du jeu. La loi est faite comme ça. Et il y a des gens qui partent au tapis et ça arrive à tout le monde. Oui, mais bien sûr. De toute façon, ça arrive à tous. Ça peut arriver à tous de ne pas être payés même aussi. Hein. C'est ça. Et le problème, c'est que c'est souvent contagieux, en fait. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas trop attendre pour ne pas trop creuser les dettes et tout. Parce qu'une entreprise qui se casse la figure, parfois, ça provoque des réactions en chaîne. Quoi. Parce qu'elle va laisser des fournisseurs qui ne vont pas être payés.
Les fournisseurs n'étant pas payés, ils vont peut-être être en état de cessation des paiements. Et voilà. Donc, mais il faut tout faire pour payer au max les gens. Bien sûr. Mais si jamais ça arrive et qu'on ne peut pas payer les gens, ben, il ne faut pas non plus se torturer l'esprit pendant des années. C'est le jeu de l'entrepreneuriat, c'est le jeu de l'entreprise. Et ça arrive. Tout simplement. Voilà, ça arrive. Il y a plein de gens, c'est malheureux, mais il y a plein de gens, voilà, ils ne peuvent pas payer leurs dettes et on finit par s'en remettre. Et voilà, c'est l'entreprise. Donc ça, c'est important. Et il y a une autre question du coup, qu'on se pose souvent, c'est est-ce que l'entrepreneur, il peut avoir des trucs à rembourser après, en fait, est-ce qu'il a des dettes personnelles? Alors, ça dépend. D'abord, il peut avoir des créances et des dettes. D'abord, il peut avoir, comme on l'a dit, il a mis de l'argent dans le capital, il a mis souvent de l'argent en compte courant. Ça, malheureusement, généralement, il ne va pas les revoir. Donc lui, déjà, il perd des plumes. Il peut avoir aussi des dettes qui sont nées de garanties qu'il a données, par exemple. Quand la société a voulu, par exemple, emprunter, je ne sais pas, 50 000 euros, et la banque a accepté, mais la banque a demandé une caution personnelle du dirigeant. Donc là, il y a le risque d'être poursuivi par la banque qui, elle, ne va pas être remboursée par la société et qui va ensuite venir voir à titre personnel le ou la dirigeante et qui va lui réclamer de l'argent. Donc ça, c'est un cas de figure malheureusement assez fréquent. Et puis, surtout, il peut y avoir, si les choses n'ont pas été bien faites, si on a trop tardé pour faire sa déclaration de cessation des paiements et qu'on a dépassé le délai de 45 jours, le procureur de la République, dont vous n'avez pas oublié qu'il était présent à l'audience, lui peut se dire, mais en fait, le dirigeant, là, il a commis des fautes de gestion. Hein, d'abord, il n'a pas respecté la loi, il n'est pas venu nous voir dans les temps. Deuxièmement, il peut lui reprocher d'autres choses, etc. Et là, il peut demander au tribunal de prendre des sanctions à l'égard des dirigeants. Et les sanctions, il y en a de plusieurs types. Ça peut être par exemple une interdiction de gérer, ce qui est toujours embêtant parce que ça apparaît et donc ça veut dire que vous ne pouvez plus, non seulement vous avez planté la boîte que vous dirigez, mais en plus vous n'avez plus le droit d'en remonter d'autres, en tout cas sous votre nom et votre responsabilité. Et puis ça peut être pour 5 ans, pour 10 ans, voilà. Donc ça c'est lourd, mais il y a plus lourd. Et il peut y avoir, en cas de faute grave, il peut y avoir une décision du tribunal qui prononce le comblement du passif. C'est-à-dire qu'on va venir, les fautes sont telles le tribunal va venir demander aux dirigeants de payer les dettes de la société. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a vendu tous les actifs de la société, s'il reste encore des dettes, et c'est 9 fois sur 10, il reste encore des dettes, hein, sinon ça veut dire que finalement la société n'était pas en liquidation, et ben là on va demander aux dirigeants s'il reste, je sais pas quoi, 10 000, 50 000, 100 000, des millions de rembourser. Moi j'ai accompagné beaucoup de dirigeants d'entreprise, il y a de ça longtemps maintenant, mais à l'époque, qui étaient poursuivis en comblement de passif. Après là il faut vraiment avoir fait des fautes. Il faut avoir fait des fautes, des fautes graves. En général, je pense que les gens qui écoutent ce podcast, normalement, vous n'êtes pas des bandits. Alors, oui, non, mais il n'y a pas que des bandits, il y a des délinquants. Il peut aussi y avoir des fautes par méconnaissance des règles du jeu, de savoir ce qu'on a le droit de faire, des gens qui confondent l'argent de l'entreprise et leur argent personnel. Je vous rappelle que quand on crée une société, on crée ce qu'on appelle une personne morale qui va avoir son patrimoine à elle. Et que le patrimoine de l'entreprise est distinct du patrimoine du dirigeant, de l'associé. Donc, il ne faut pas confondre en clair la carte bleue de l'entreprise et la carte bleue personnelle et ne pas aller prendre la carte bleue de l'entreprise pour aller s'acheter la dernière paire de sneakers à la mode ou se payer ses vacances. Ça c'est une implication pénale et ça peut typiquement conduire à des sanctions qui peuvent être très lourdes. Ça peut être même de l'emprisonnement. Hein. Si c'est de l'abus de bien social ou si on va jusque-là, ça peut être de l'emprisonnement, des lourdes peines d'amende. Mais pour rassurer, je pense, la majorité des gens qui nous écoutent, je pense que dans la majorité des cas, si vous avez bien géré votre boîte, si vous savez le b.a.-ba de la comptabilité, si vous avez un comptable, dans la majorité des cas, je pense, il ne faut pas s'inquiéter. Et en général, vous n'avez pas de faute grave et vous n'allez pas être interdit de gérer des boîtes après. Parce que souvent, on se dit « Ah merde, je vais liquider une boîte, je vais être interdit de gérer des boîtes après, etc. » En général, non. Vous n'avez pas... Ça reste marginal. Voilà, ça reste marginal, bien sûr.
Donc, en général, il n'y a pas de problème. Vous allez pouvoir remonter d'entreprise après. Vous allez pouvoir continuer votre carrière d'entrepreneur. Et vous allez pouvoir... Il y aura pas... Et en général, le seul truc vraiment à éviter... moi, j'ai entendu souvent 2 erreurs. C'est le fait d'avoir une garantie personnelle sur ses prêts bancaires. En effet, ça, c'est vraiment le truc qu'il faut vraiment négocier à fond quand on prend un prêt bancaire. C'est d'avoir soit de ne pas avoir de garantie, soit avoir des garanties BPI. Ou de trucs extérieurs, mais vraiment de ne pas mettre son nom, c'est hyper important parce que sinon, en effet, si la boîte elle ferme, c'est à toi de rembourser jusqu'au bout et là tu pourras rien faire. Donc ça, c'est vraiment la première erreur, c'est vraiment faire attention à ça, ne jamais mettre de garantie personnelle. Et deuxième erreur, c'est en fait tu peux souvent être poursuivi ou là où ils peuvent t'ennuyer, c'est quand tu as des dettes sur la partie en effet TVA ou impôt. Ouais. Et ça, c'est vraiment le premier truc à rembourser. C'est la partie TVA impôt parce que ça, ils aiment vraiment pas. Ah non, et puis, ça c'est gravissime. C'est pour ça que ce sont des créanciers dits privilégiés. Donc, mon conseil, si vous avez des difficultés avec votre entreprise, malheureusement, il faut faire des choix quand il reste un peu d'argent pour payer. Mon conseil, payez en priorité TVA, URSSAF, impôts, parce que les difficultés que vous pouvez avoir après, avec des sanctions à la clé, c'est typiquement quand il y a justement de la TVA non payée, de l'URSSAF, etc. Ouais. Donc, et ça peut créer des gros problèmes. Donc voilà, faut essayer au maximum de rembourser ces dettes-là, vraiment en priorité. De toute façon, c'est la façon dont elles vont être remboursées en priorité. Mais disons que moins il y a de passifs et de dettes envers ces acteurs publics, mieux ça se passe généralement. Ouais, important. Important. Que j'avais entendu justement une entrepreneur qui avait une dette de TVA quand elle avait posé la liquidation judiciaire. Et du coup, la dette de TVA, ils lui ont demandé de la rembourser en perso. Ah ouais. Donc ça peut arriver. Donc c'est vraiment le truc aussi à faire attention. Après, si vous avez des dettes juste de fournisseurs, etc., en fait, ça va être supprimé et c'est tout, quoi. Donc ça efface aussi les dettes. Et donc, je parlais aussi tout à l'heure, donc la partie communication, je pense que c'est vraiment... il y a fermé le plus proprement, de la manière le plus propre sur la partie genre vraiment juridique, etc. Mais il y a aussi fermé le plus proprement possible sur la partie relationnelle. C'est hyper important, surtout si on veut continuer notre carrière d'entrepreneur et même pour nous partir le plus apaisé possible. C'est hyper important d'être hyper carré sur la communication. Et donc, nous, ce qu'on avait fait, c'est vraiment déjà d'anticiper quand toi, tu sais que ça va pas hyper bien dans ta boîte. Donc, bien sûr, tu peux pas dire... on va liquider et on pense à revendre. Enfin, c'est des trucs que tu peux pas dire, c'est assez confidentiel au début, parce que tu vas pas affoler tes équipes, tu vas pas affoler tes fournisseurs et créer des peurs partout. Mais ce qui est hyper important, c'est de commencer à leur dire qu'il y a des difficultés. Nous, dès le début, on avait commencé à dire à l'équipe, là, on commence à être vraiment en difficulté. Donc là, on est en train d'essayer d'améliorer la situation, mais la boîte va pas bien, pour que déjà qu'ils soient au courant et qu'ils ne tombent pas des nues du jour au lendemain. Et pareil pour les fournisseurs, on a commencé à leur dire là, on a des difficultés, ça va pas hyper bien, est-ce qu'on peut faire des paiements en plusieurs fois ? Et en fait, tout le monde savait à peu près que c'était pas le top. Comme ça, quand on leur apprend qu'on passe au tribunal, ils tombent pas des nues et ils sont pas en mode vous nous avez jamais rien dit et d'un coup, il y a rien qui va. Et ça, en général, ils aiment pas. Que ce soit les équipes, les fournisseurs, les partenaires, c'est jamais très cool de l'apprendre du jour au lendemain. Donc voilà, gérer la communication, avoir vraiment une communication transparente. Pas totalement transparente, mais ce qu'on peut dire et le faire venir en fait petit à petit, quoi. Le faire venir progressivement. Et ensuite, le plus important, c'est de ne pas ébruiter, quand vous décidez vraiment de fermer, de ne pas ébruiter justement l'information parce que, en tout cas, pour moi, c'était très important que l'équipe l'apprenne de nous. Parce qu'en fait, si ça s'ébruite, ça peut très vite arriver dans la presse, ça peut très vite arriver dans les bouches de mauvaises personnes et ça peut arriver à tes employés avant que toi, tu leur annonces. Et ça, c'est jamais très agréable. Donc, nous, c'était hyper important que ça reste un secret jusqu'à ce qu'on l'annonce à l'équipe. Et donc ça, c'est pareil, c'est vraiment un moment qui est très... moi, c'était, je pense, le pire moment de toute la partie, c'est vraiment l'annoncer à l'équipe. Parce que c'est des gens qui t'ont fait confiance, c'est des gens qui ont cru avec toi en ton projet, c'est des gens qui se sont donnés avec toi pendant des années pour y arriver. Donc c'était vraiment la partie la plus difficile. Et donc nous, on avait fait vraiment des points individuels avec chaque personne pour leur annoncer
droit dans les yeux. Et même après, parce qu'eux, ils vont aussi avoir peur. Ils vont perdre leur emploi. Comment ça va se passer après? Ils ont aussi plein de questions. On avait vraiment fait des one-to-one avec chaque personne pour leur annoncer, pour leur dire ce qui va se passer pour eux après. Donc leur dire qu'il ne faut pas qu'ils s'inquiètent parce qu'ils vont être pris en charge. Et ensuite, ils auront le chômage. Ils vont avoir plein d'indemnisations, etc. Donc il n'y a pas de souci. Mais vraiment bien communiquer avec ses employés, c'est hyper important. Et le faire avant tout le monde. Je pense que c'est vraiment eux le plus important. Et ensuite, tu appelles tes fournisseurs, etc. Et tu le dis avant de passer au tribunal parce que, pareil, tu l'annonces avant que la mandataire, eux, les appelle pour leur dire « Ah vous avez une dette avec votre entreprise, sachez que vous n'allez pas être remboursé ou alors il faut venir la déclarer sur le site. » Donc, faites-le avant qu'ils la prennent par quelqu'un du juridique, c'est jamais aussi très cool. Et ensuite, pour la partie communication officielle, nous, on avait vraiment pris le temps, donc on avait peut-être fermé, on avait fermé le 28 février, on avait peut-être pris 2-3 semaines avant de faire la communication officielle parce que quand t'es sous le choc émotionnel, quand t'es dans le truc et tout, t'as pas les bons mots, t'es pas assez lucide pour bien communiquer dessus. Donc nous, on avait vraiment pris le temps de prendre du recul, on était partis chacun un petit peu, on avait laissé passer le truc parce que c'était vraiment une vague émotionnelle, c'est hyper stressant, c'est beaucoup d'informations, etc. Et ensuite, on avait écrit un communiqué de presse. Et le communiqué de presse, pareil, je l'avais réécrit au moins 5 fois avant qu'il soit bien, parce que la première fois, il était très dramatique, très sombre, etc. Donc j'avais écrit plein de fois pour vraiment faire passer les messages que j'avais envie de faire passer, et pas un truc trop négatif, mais vraiment un truc plus... on a fermé la boîte, on a donné notre max, on a fait changer les choses, voilà ce qu'on a mis en place pendant toutes ces années, etc. Donc vraiment, essayer d'avoir un communiqué de presse qui reflète vraiment le message que vous avez envie de laisser. En fait, c'était le dernier mot, c'est le mot final de la boîte, donc il est important. Et c'est quoi le message que vous avez envie de laisser passer. Et le communiqué de presse, ensuite, on l'avait envoyé à nos partenaires, même aux journalistes, etc. Et ensuite, on avait fait une communication officielle, donc tous le même jour, sur les réseaux, donc Instagram, LinkedIn, etc. Mais quand on a fait la communication officielle sur les réseaux, tous les gens avec qui on travaillait et tous les gens avec qui on avait déjà travaillé avant étaient au courant. C'est-à-dire que l'important, c'est vraiment que tous les gens qui sont importants et qui ont contribué à l'aventure, qu'ils la prennent pas sur les réseaux. Parce que c'est horrible d'apprendre sur les réseaux, je bosse avec eux depuis 4 ans, ils sont fermés et personne ne les a appelés. Donc vraiment, prévenir tout le monde et ensuite, vous communiquer officiellement et qu'il y ait bien 2-3 semaines d'écart entre la communication privée et la communication officielle publique. Super important et ça permet de garder des bonnes relations. Parce que sinon, après, les gens ils ne voudront plus bosser avec vous. Et en vrai, quand tu communiques bien, les gens ils comprennent et en général, bien sûr, nous, on a peut-être eu 2-3 personnes qui étaient entre guillemets fâchées ou qui l'ont mal pris. Ou... Ça, c'est le jeu. Il y a peut-être 2-3 personnes qui étaient un peu énervées au téléphone, en mode ok, vous nous mettez dans la merde et tout. C'est arrivé, mais la majorité des gens étaient en mode ok, on est désolé pour vous, c'est hyper triste. Et en fait, les gens ils comprennent quoi. Même la bancaire, elle m'avait rappelé en mode je suis désolée pour vous, c'est hyper triste. Bonne continuation, n'hésitez pas à me rappeler pour votre prochaine boîte. Quand tu fais les choses clean, les gens sont aussi clean avec toi et tu vas pas créer des conflits. En fait, tout dépend de comment tu gères la situation, comment tu communiques et si les gens voient que tu es sincère, authentique, que tu as fait ton max et en fait que tu es allé au bout du truc et que tu n'as pas pu, il y a pas de... Tu vois, tu as quand même des humains en face de toi et ils vont comprendre. Et j'en profite pour dire qu'il y a vraiment un parallèle flagrant entre ce sujet de la communication et la partie juridique. Parce que tu disais, si tu communiques bien, finalement, la plupart des gens vont l'entendre et ça va permettre de sauver les relations et donc aussi de favoriser l'avenir parce que le jour où il faut retourner voir une banque alors qu'on a déposé le bilan, soit on l'a mal fait et la banque vous ferme la porte, soit elle vous dit ok, c'était malheureusement une aventure qui s'était soldée par un échec, mais la prochaine sera la bande. Et puis peut-être qu'on peut réfléchir à vous accompagner, etc. Et ça, c'est valable avec tout le monde, en fait. Quand on fait les choses bien, avec les salariés aussi, avec tout le monde. Voilà. En France, on n'a vraiment pas, il faut que les mentalités évoluent. Et j'espère qu'on y contribue un petit peu. On n'a pas cette culture de l'échec, j'ai envie de dire. Oui, c'est presque ça. C'est-à-dire qu'en France, on est encore hyper montré du doigt, où on se cache quand on échoue.
Exactement. C'est les oiseaux se cachent pour échouer, quoi. Et alors que moi, j'ai passé beaucoup de temps aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est pas pareil. Vous vous plantez, la première question qu'on vous pose, c'est bon, super, tu fais quoi maintenant? C'est quoi ton prochain challenge, ta prochaine aventure, la prochaine boîte que tu crées? C'est quoi? Est-ce que tu as compris pourquoi tu t'es planté? Oui, bon, super. Donc maintenant, tu en fais quoi? J'aimerais qu'en France, même si j'aime pas tous les États-Unis, surtout en ce moment, mais j'aimerais qu'en France, cette mentalité-là, elle se diffuse. Bien sûr. Et donc le parallèle que je voulais faire, c'était entre la communication et le tribunal. C'est la même chose. Si vous anticipez, si vous faites bien les choses sur un plan juridique, il n'y a pas de raison que ça se passe mal avec le tribunal. Et du coup, si la communication, et qui dit communication dit relation, se passe bien, et si avec le tribunal ça se passe bien, bah là, voilà. Après, si possible, prendre quelques jours de vacances et boum, on repart à l'attaque, quoi. Et on repart sur un autre projet et on apprend de ses erreurs et on avance. Et là, ça peut devenir une très belle histoire même. Exactement. Euh, Je pense que c'est exactement ça. C'est comme tu dis, il faut vraiment qu'on change de mentalité sur l'échec parce que en fait, c'est un énorme apprentissage. Et moi, vraiment, avoir fermé la boîte, ça m'a appris tellement de choses sur moi, sur l'entrepreneuriat, sur l'aventure. Et en fait, il faut vraiment se dire, ok, j'ai fermé ma boîte, mais qu'est-ce que j'en fais? Et ce que j'en fais, c'est moi qui... Enfin, je peux décider de ce que j'en fais, en fait. J'ai le pouvoir de me dire, ok, c'était juste un chapitre, et je vais continuer à écrire l'histoire, et j'ai le pouvoir de continuer d'écrire l'histoire que je veux. Et c'est pas... tu fermes pas le roman, et c'est la fin de ta vie. En fait, il y a plein de choses que tu peux vivre encore, et tu peux remonter plein de boîtes. Et en général, les entrepreneurs, ils ont monté plein de boîtes avant d'avoir une boîte qui a marché. Et ça, tous les grands entrepreneurs ont monté plein de projets avant, il y a plein d'échecs avant qui leur ont permis d'en arriver là et aujourd'hui d'avoir quelque chose qui marche vraiment, qui a un grand succès. Donc ça, c'est hyper important à comprendre qu'il n'y a pas de réussite sans échec et qu'on a le pouvoir de décider de ce qu'on en fait et qu'on peut rebondir. Donc il y a plein de moyens de rebondir. En fait, tout le monde le vit différemment. Vraiment, je pense qu'une liquidation judiciaire, tout le monde vit ça différemment. C'est très personnel, ça dépend qu'est-ce que ça réveille en toi, etc. Mais il faut prendre le temps dont on a besoin, il faut se faire accompagner des bonnes personnes. Donc, il y a la partie juridique. Nous aussi, on a été aussi accompagnés par un médiateur très important pour la relation d'associés. Parce que c'est aussi une période qui est très compliquée entre les associés. Des fois, on ne veut pas la même chose. Il y a plus de mal à communiquer. C'est très émotionnel. Donc, on a eu un médiateur qui nous a aidés à créer du dialogue entre associés. Et ça, je recommande vraiment. Si vous sentez que ça commence à être un peu conflictuel ou ça commence à tirer un peu, prenez un médiateur, ne réfléchissez pas. Ça aide énormément et c'est hyper important parce qu'il y a besoin de communiquer et c'est toujours mieux quand on se met tous d'accord et qu'on arrive à trouver des terrains d'entente. Ça, je sais pas, mais je pense que ça pourrait être une super idée de podcast aussi, le sujet de la médiation pour les Associés. difficultés entre associés. Parce que c'est pareil, c'est un sujet dont personne ne parle Moi, et c'est un sujet énorme. C'est un classique, hein, les sociétés se créent, tout va bien pendant quelques années et tout d'un coup, ça explose pour une raison X ou Y. Et donc moi, je gère, je suis pas médiateur, moi je suis négociateur, mais j'accompagne aussi des sociétés dans les relations et voilà. Et donc c'est un classique et je pense que c'est un vrai sujet aussi, les difficultés que peuvent rencontrer les associés entre eux, de la même manière que c'est hyper difficile d'être entrepreneur seul. Parce que là, à l'inverse, peut-être qu'on se dispute avec personne, mais en revanche, on vit la solitude et on a des décisions à prendre tous les jours. Être entrepreneur, être patron ou patronne ou dirigeant, dirigeante, c'est prendre des décisions tous les jours. Ouais. D'accord? Les bons patrons, prennent des décisions tous les jours. Des bonnes et des mauvaises. Et quand on est seul pour les prendre, c'est difficile. Donc, il faut essayer de rompre cette solitude, ne pas hésiter à se faire accompagner, à se faire conseiller. Plus on est seul, plus il faut se faire accompagner, je pense. Parce que c'est difficile. Hein. On a beau être enthousiaste, on a beau adorer ce qu'on fait. Tu en sais quelque chose, c'est quand même très énergivore. C'est très énergivore, ouais. Et en effet, aussi, parler à d'autres entrepreneurs qui ont fermé des boîtes. Moi, je sais que j'avais fait pas mal de café. Parce que justement, je n'arrivais pas à trouver de documentation, je n'arrivais pas à trouver de témoignages. Personne n'en parle. Et du coup, j'avais cherché un peu, j'avais trouvé 3-4 personnes de mon réseau qui avaient liquidé des boîtes. Et donc, j'avais fait pas mal de déj, de café, avec d'autres entrepreneurs qui avaient vécu ça.
Mais en fait, juste ça rassure d'avoir quelqu'un qui a fermé sa boîte, qui a déjà vécu ça, qui va te dire, bah voilà, il faut faire ça, ça, ça. C'est vraiment très rassurant. Te dire, ah bah je suis pas tout seul, je suis pas tout seul dans mon échec. Personne n'en parle, mais ça arrive vraiment tous les jours. Donc j'avais fait pas mal de cafés. Et ça aussi, n'hésitez pas à écrire sur LinkedIn à des entrepreneurs, à leur dire, bah voilà, j'ai vu que tu avais fermé ta société ou que tu l'avais revendue. Est-ce qu'on peut en discuter? Ça permet, en général, les gens sont assez open et ça permet de voir les options, de voir comment les personnes ont fait, d'avoir les retours d'expérience. Et ouais, il y a beaucoup d'apprentissage derrière tout ça, quoi, derrière toutes ces rencontres. Ouais, il y a beaucoup d'échanges Ouais. à valoriser, je pense. Et du coup, là, ça fait 1 an que moi, j'ai fermé ma boîte. Et en 1 an, bah, j'ai rebondi, j'ai fait plein de choses. J'ai monté des nouveaux projets, de nouvelles sociétés. J'ai fait du chiffre d'affaires, beaucoup plus. Enfin, bon, j'ai gagné mieux ma vie qu'avec Risap. Donc, ça a ouvert à des belles choses, à plein d'opportunités. Et c'est vrai que, en fait, j'ai eu plein d'opportunités après Risap parce que j'ai communiqué dessus. Et en fait, quand j'ai fermé la boîte, je me suis dit, OK, c'est hyper triste. C'est un gros coup au moral. C'est un gros coup. Parce que moi, j'imaginais avoir cette boîte-là toute ma vie et j'imaginais vraiment que ça serait un gros truc avec plein de boîtes, enfin plein de salariés, etc. C'est pas le cas, mais je me suis dit comment je peux en faire une force et donc j'ai décidé d'en faire un tremplin. Je me suis dit, ok, cette liquidation-là, j'ai le pouvoir d'en faire un tremplin et d'en faire quelque chose qui va m'aider pour la suite. Et donc, j'ai communiqué dessus. Donc, j'ai communiqué dessus sur LinkedIn, sur Instagram, sur mon podcast. Et ça m'a apporté énormément de visibilité parce que c'était nouveau de parler de ça et parce qu'il y a plein de gens qui m'ont dit mais purée, moi aussi j'ai fermé ma boîte mais j'ai jamais osé en parler, ou moi j'ai fermé il y a 2 ans et en fait je suis encore trop mal de ça, j'arrive pas à rebondir, etc. Et donc j'ai libéré la parole sur le sujet et j'ai expliqué tout ce que j'avais appris en fait avec la fermeture de cette boîte, j'ai expliqué comment je l'avais vécu, et ça a fait écho à plein de gens. Et ensuite, grâce à ça, j'ai pu développer mes réseaux, j'ai pu trouver des contrats, j'ai pu me lancer dans des coachings, des accompagnements, etc. Sur la partie réseaux sociaux. Donc j'ai même, rencontré plein d'entrepreneurs via ce biais-là. J'ai monté aussi une page Instagram qui s'appelle Entrepreneurs Solitaires, où j'ai récolté des témoignages de gens qui avaient vécu des difficultés dans l'entreprise et qui voulaient en témoigner parce qu'ils se sentaient seuls et parce que il y a le tabou de la difficulté quand on est entrepreneur alors que c'est notre quotidien. Donc vous pouvez aller voir si vous voulez Entrepreneur Solitaire et même m'envoyer votre témoignage si ça vous intéresse pour le partager. Mais voilà, c'est pour dire que c'est possible de rebondir et qu'en fait, si on décide de voir que c'est une opportunité, la fermeture de la boîte, ça peut nous ouvrir les portes à plein de choses et que la vie continue et qu'on peut recréer des projets derrière, qu'on peut continuer à s'épanouir, et même on peut le faire encore mieux parce qu'on peut se dire qu'est-ce qui m'allait pas dans ma boîte avant, qu'est-ce que j'ai mal fait, etc. Et aujourd'hui, moi par exemple, je me suis dit comment je peux vraiment créer une boîte qui est adaptée à mon lifestyle, qui est adaptée à mes envies, qui correspond plus au mode de vie que j'ai envie d'avoir. Donc j'ai recréé un business totalement différemment avec l'expérience de la première boîte et c'est beaucoup mieux comme ça. Donc il y a plein de belles choses en fait derrière quand on décide de voir ça comme quelque chose de positif. Et c'est possible. Et l'autre partie, c'est que aussi de ne pas hésiter à se faire accompagner aussi d'un point de vue plus santé mentale pendant cette partie-là. Moi, je sais que j'ai fait plein de spécialistes, j'ai fait de l'hypnose, j'ai vu des psychologues, j'ai fait des séances de Kundalini, enfin, j'ai fait pas mal de choses pour mon bien-être et qui m'ont énormément aidée en fait à ce que ça ne reste pas un traumatisme dans mon corps et dans ma tête. Donc j'ai fait plein de choses pour retravailler l'histoire que je me racontais à moi-même sur cette liquidation et pour faire aussi passer les émotions, les énergies et pouvoir passer à autre chose sans ruminer et me dire ouah purée j'ai raté mon aventure. Donc j'ai fait plein de choses en fait et donc n'hésitez pas aussi à vous rapprocher d'experts, de professionnels dans la santé mentale. Il y a des gens qui sont là pour ça, des psychologues, etc. Donc n'hésitez vraiment pas à vous faire aider parce que ça fait vraiment gagner du temps et ça vous permet de rebondir plus vite. Et surtout, dites-vous que vous n'avez pas perdu du temps. Si vous fermez votre boîte aujourd'hui, vous n'avez pas perdu du temps. Vous avez appris plein de choses et vous avez même gagné beaucoup de temps parce que vous vous rendez pas compte, mais votre aventure entrepreneuriale, ça vous a fait gagner des années en fait par rapport à d'autres gens qui ont, on va dire, des parcours classiques, etc. Vous avez appris plein de choses qui vont permettre de mieux savoir ce que vous voulez vraiment, de mieux comprendre ce que c'est l'entrepreneuriat, quel business vous voulez vraiment faire,
comment vous gérez la difficulté, ça vous fait grandir, ça vous fait prendre vraiment en maturité. Donc vraiment, n'ayez aucun regret. Ça a été une aventure incroyable, j'en suis sûre. N'ayez pas de regrets et continuez d'avancer. Prenez le temps qu'il vous faut pour vous remettre. Mais il y a plein de belles choses qui vont arriver et ce n'est pas fini. Il y a encore plein d'opportunités qui arrivent et dites-vous que c'est pas arrivé contre vous, mais c'est arrivé pour vous. Et faites confiance en la vie. Voilà. Bon, super. Merci, Mona. Est-ce que tu as un dernier mot, mot Bah, de la fin? non, je crois que t'as dit beaucoup de choses. Je suis entièrement d'accord avec ça. Oubliez pas d'échouer. Échouer jeune, parfois, c'est un gain de temps incroyable. Parce que c'est une crise de maturité. En fait, on doit grandir plus vite, faire face à des difficultés. Et parfois, ça prépare des très, très belles histoires derrière. L'important, c'est pas d'échouer ou de ne pas échouer. L'important, c'est de la façon dont ça se passe et ce qu'on en retire. Donc, même quand on échoue, il faut essayer de le faire bien, avec panache, mais en respectant la loi et en respectant tout le monde. Ne pas hésiter à communiquer, parce que l'entrepreneuriat, c'est souvent une entreprise individuelle et un peu solitaire, même quand on est avec des associés. Autant quand on traverse des difficultés, si on a l'intelligence émotionnelle d'une Mona et qu'on est capable d'en parler, ça peut créer de la solidarité. Et là, ça devient beau, parce qu'on échange avec des gens qui eux-mêmes ont connu des difficultés, qui sont sensibles. D'ailleurs, tu te souviens, on avait discuté avec des entrepreneurs qui eux-mêmes ont eu des difficultés, etc., qui sont sensibles au sujet et qui vont peut-être parfois, juste avec quelques mots ou la belle rencontre au bon moment, vont changer l'histoire et vous permettre de rebondir. Donc, ne restez pas isolés. Il y a des gens qui sont là pour vous accompagner, dont les avocats. Et puis, on se discute quand tu veux. Si tu veux, on parle négociation un jour. Carrément, la prochaine fois. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Max ? Écoutez, moi, vous pouvez me trouver sur LinkedIn, Max Berger, ou mon cabinet d'avocat Stan Law. Et puis, si vous voulez, un jour, je vous parlerai de Stan Advisory. C'est le réseau international de négociateurs que je viens de créer. Et donc voilà, beaucoup de sujets de négociation. Trop bien. Je mettrai tes contacts dans la bio, comme ça les gens qui sont intéressés. Ouais, avec grand plaisir. Ceux qui veulent aller faire une balade au tribunal avec toi. Voilà, c'est ça, c'est aller danser sur le parvis du tribunal, n'hésitez pas. Exactement, c'est vrai qu'on avait dansé ensemble au tribunal, franchement c'est la meilleure personne pour vous. Faut pas trop le dire, je ne vais pas me faire radier du barreau tout de suite, mais disons qu'on on avait besoin de se détendre un petit peu dans cette période difficile et voilà, c'était chouette. Et il y a aussi un compte Insta sur Stan Law. Ok, trop bien. Voilà, on mettra tous les infos. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'ici. J'espère que cet épisode vous a plu, vous a intéressé, vous a donné des clés de réponse par rapport aux questions que vous vous posez en ce moment. Je vous souhaite plein de belles choses, une belle journée, une belle soirée. N'hésitez pas à suivre le podcast, notamment moi-même, et à me retrouver aussi sur mes réseaux. Je vous mettrai tout en barre d'infos. Et en tout cas, ne lâchez rien, keep going, et le meilleur est à venir. Bye! You can be whatever you want to be. You can do whatever you want to do. Fais ce que t'aimes et c'est tout. T'aimes bien le faire? Fais-le. Parce qu'au final, nous sommes les seuls maîtres de nos peurs. C'est l'envie de me découvrir, mais d'emmener les gens avec moi, en fait. Votre singularité, c'est votre plus grande force? Through practice and practice and practice, you'll get better and better and better.